Le 12 septembre 2025, des astronomes repèrent un phénomène inimaginable. Un immense corps céleste qui fonce depuis les confins de l'espace. Sa queue s'étend sur 5 fois la largeur d'une pleine lune, éclipsant tout ce qu'on avait observé depuis Oumuamua. En quelques heures, un second intrus est authentifié. Les deux se précipitent vers le Soleil pour un survol rapproché à seulement quelques semaines d'intervalle, mais en provenance de cadrans opposés du ciel. Les probabilités d'une telle double arrivée cosmique sont, d'après les spécialistes, incalculables. La version officielle parle de comètes jumelles. Pourtant, les indices suggèrent une création artificielle intentionnelle. Un énigme plus vaste pénètre désormais notre système solaire avec un objectif que personne ne décrypte. S'agit-il d'un hasard interstellaire ou du coup d'envoi d'une manœuvre clandestine activée par nos soins? La résolution commence ici même. Le 12 septembre 2025, l'instrument SWAN de la sonde SOHO a détecté une anomalie qui a figé les scientifiques. Un nouvel astre, éclatant et indéniable, qui traverse le système solaire à vive allure. Rapidement, les premières mesures affluent. Une queue qui balaie près de 2,5 degrés du firmament, soit environ 5 fois la dimension d'une lune pleine. Une envergure pareille est inédite pour une comète fraîchement identifiée. Les premières évaluations photométriques l'estiment à une magnitude de 7,4, suffisamment lumineuse pour des télescopes amateurs modestes ou même certaines jumelles. L'information se propage à toute vitesse, et les observateurs indépendants se mobilisent pour valider les signaux satellitaires. En Australie, seulement 2 jours après l'alerte spatiale, un passionné immortalise une photo saisissante de l'objet. Un sillage lumineux si étiré qu'il risque de déborder du cadre de l'appareil. Le 13 septembre, l'Union astronomique internationale officialise la découverte, baptisant l'objet C 2025 R2 avec le suffixe SW en hommage à l'instrument pionnier. En un week-end, pros et amateurs du monde entier se focalisent dessus, échangeant clichés et données de brillance entre continents. Cette immensité et cette intensité lumineuse déclenchent un torrent de conjectures. La plupart des comètes mises au jour de nos jours sont pâles, demandant des instruments puissants pour être aperçus. SW, lui, se révèle à quiconque sait où diriger son regard. Sa traînée lacère la constellation de la Vierge et gagne en éclat au fur et à mesure qu'elle s'approche du Soleil. La première réaction ne se limite pas à l'enthousiasme. C'est de l'incrédulité pure. Ce n'était pas un banal bloc de glace des confins. Les chiffres défient toute référence récente. À mesure que les comptes rendus s'accumulent, une évidence émerge. SWAN impose sa présence physique dans le système solaire interne d'une manière inégalée depuis Hale-Bopp ou même plus ancien. Les amateurs, toujours en pointe pour noter des variations d'éclat ou des bizarreries, disséquaient déjà ce qui pouvait propulser une queue aussi proéminente et rayonnante. Pour l'instant, l'objet est trop imposant, trop éclatant et trop rapide pour être balayé d'un revers. Et tandis que les télescopes planétaires suivent sa trajectoire, l'interrogation glisse de sa nature à la raison de son arrivée pile à ce moment. Et si son calendrier n'était que le prélude d'un rébus bien plus obscur? C 2025 R2, dorénavant appelé SWAN de manière officielle, n'est pas la seule venue qui captive en octobre. Quelques jours avant sa détection, un autre visiteur, 3I Atla, filait déjà vers nous, surgissant d'un secteur céleste totalement distinct. La route de SWAN remonte à travers le Verseau, alors qu'Atla émerge de la direction du Sagittaire. Sur une carte stellaire, ces vecteurs d'approche sont distants de plus d'un quart de la sphère céleste. Néanmoins, les deux entités atteindront leur périhélie, point le plus proche du Soleil, dans une fenêtre de seulement 10 jours. Pour SWAN, ce sera vers le 20 octobre, à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Pour Atla, le 17 octobre, 3 jours avant, frôlant le Soleil à rougli 203 millions de kilomètres. Cela place leur point périhélique à seulement 50 millions de kilomètres l'un de l'autre, plus près que Mars ne l'est jamais de la Terre. Ce n'est pas qu'une coïncidence de date. La configuration géométrique est stupéfiante. Les deux suivent des orbites fortement inclinées, avec celle de SWAN déviée de plus de 60 degrés par rapport à l'écliptique et celle d'Atla quasi perpendiculaire au plan planétaire. Leurs angles d'approche divergent tant que, par pur hasard, les chances qu'elles traversent le système solaire interne quasi simultanément et à des distances solaires si proches sont infimes. Les experts en comètes à longue période et objets interstellaires sont habitués aux arrivées aléatoires, étalées sur le calendrier avec des périhélies dispersées sur des mois voire des années. Mais là, les deux astres les plus brillants de la décennie convergent vers le Soleil en quasi-synchrone, chacun depuis un angle opposé du ciel. Le moment ajoute une couche supplémentaire. Tandis que SWAN et Atla effectuent leur passage le plus serré près du Soleil, les télescopes terrestres se retrouvent aveuglés. Du 8 au 18 octobre, l'éblouissement solaire entrave toute observation directe, instaurant une période d'opacité qui englobe justement les jours critiques où tout comportement anormal serait le plus observable.
Ainsi, l'instant de proximité maximale avec le Soleil et entre eux se produit précisément hors de portée, avec il n'existait aucun moyen pour les observateurs au sol de suivre les événements en temps réel. Pour que deux objets issus d'origines si éloignées atteignent le périhélie à quelques jours d'intervalle et à une distance solaire presque identique, tout cela durant une phase où le Soleil lui-même les dissimule à la vue, cela contredit les probabilités habituelles du hasard. En termes de dynamique orbitale, on parle d'un couloir, d'une étroite fenêtre spatio-temporelle que les deux corps partagent simultanément. S'agit-il d'une coïncidence, d'un lien caché ou d'une intervention artificielle? La question reste posée, mais la géométrie en elle-même suffit à intriguer les astronomes les plus dubitatifs. 3.2 Atlas a d'abord attiré les regards non pas pour son éclat, mais pour la manière dont il défiait les conventions. Les premiers spectrographes du groupe de laboratoire Atlas Spec ont détecté un signal alarmant, un corps principalement composé de nickel, avec une absence quasi totale de fer. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on sait des comètes, qui affichent généralement un mélange fer-nickel dans leur vapeur. L'affirmation était si surprenante que plusieurs laboratoires ont exigé une vérification immédiate des données. Une controverse sur l'étalonnage a éclaté sur les forums d'astronomie, provoquant une série d'analyses indépendantes. Les débats se sont envenimés avec la vague suivante de mesures. Au lieu de la signature classique de vapeur d'eau, la chevelure de 3.2 Atlas émettait du dioxyde de carbone à un rythme 5 fois supérieur à celui de l'eau. L'arrêt de CO2 à 4,3 microns dominait chaque spectre, tandis que la H2O peinait à émerger du bruit de fond. C'est inhabituel, mais pas inédit chez les comètes d'origine froide. Ce qui posait plus problème, c'était le comportement de la queue. Les observateurs suivant le déplacement d'Atlas ont repéré un schéma récurrent. 3 accélérations distinctes, espacées d'environ 2 semaines chacune, synchronisées avec un brusque changement de couleur de la queue. La première impulsion a été enregistrée le 29 juillet, la seconde le 14 août. Les données photométriques ont révélé un pic soudain de luminosité, pendant que la pente spectrale passait du rougeâtre à quasi neutre, avant de revenir en arrière. Ces impulsions dites delta 5 n'avaient rien de fluide, comme la poussée progressive due au chauffage solaire. Elles surgissaient abruptement, puis s'estompaient, évoquant un propulseur en action. Les examinateurs pairs ont contesté, invoquant des risques de dérive d'étalonnage ou d'erreurs systématiques occultes. Mais l'équipe du laboratoire Atlas Spec a tenu bon, soulignant que le calendrier et l'ampleur des impulsions concordaient entre divers observatoires, du réseau de suivi Abero à l'ensemble de télescopes distribués de Bill Gates. Les chiffres ne collaient pas avec une dégazage typique. Le mélange de CO2 dans la queue variait en phase avec chaque accélération, un effet que certains ont qualifié de modulation de poussée mixte. Ce qui a vraiment lancé les rumeurs, c'est l'estimation énergétique. Si ces accélérations étaient avérées, la source de puissance interne à Atlas devrait fournir environ 10 gigawatts, soit la production d'une dizaine de grandes centrales nucléaires. C'est bien au-delà des capacités d'un noyau cométaire connu. L'opinion majoritaire persiste à attribuer la plupart des observations à des mécanismes naturels, mais les lacunes, notamment le spectre dominé par le nickel et les accélérations par paliers, maintiennent en vie l'hypothèse d'un objet artificiel. Pour l'instant, le dossier de l'anomalie Atlas reste ouvert, chaque nouveau lot de données alimentant à la fois le scepticisme et les conjectures. C 2025 R2, rebaptisé simplement Swan, forme une catégorie à part. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, une queue s'étirant sur 2,5 degrés, un pic de brillance rivalisant avec les plus belles comètes du siècle dernier, et un noyau qui, si les évaluations les plus audacieuses sont fondées, pourrait générer 10 000 gigawatts d'énergie. C'est un rendement brut dépassant de loin l'ensemble du réseau électrique terrestre. Mais ce n'est pas seulement l'ampleur qui suscite les discussions. Ce sont les assertions venues des marges de la communauté astronomique, affirmant que Swan est blindé, protégé et alimenté d'une façon qui repousse les frontières de la physique actuelle. Les premières rumeurs ont émergé des données de réflectance. Les noyaux cométaires standards diffusent la lumière solaire de manière prévisible, mais le cœur de Swan la renvoie avec une signature métallique nette. Certains spectroscopistes amateurs soutiennent que cela évoque non seulement du nickel, mais un alliage nickel-cobalt, des matériaux prisés sur Terre pour leur robustesse et leur résistance à la corrosion. L'expression coque en nickel-cobalt a commencé à circuler dans les salons de discussion et les podcasts nocturnes, boostée par la capacité de l'objet à résister à la désintégration ou à l'atténuation en approchant le Soleil. Puis sont arrivées les mentions d'une anomalie optique, un halo argenté persistant autour du noyau, modulant en motif et en intensité. Pour certains, il s'agissait d'une enveloppe plasmique, une sorte de bouclier électromagnétique déviant le vent solaire et les débris cosmiques. D'où le surnom de forteresse. Contrairement à 3.2 Atlas, qui ressemble plus à un drone, rapide, maniable et étrangement performant, Swan se comporte comme un char, lent, stable et apparemment invincible. Sa queue, déjà exceptionnelle par sa longueur,
vibrent de micro-impulsions qui échappent au modèle simple de dégazage. L'analyse photométrique révèle de fines variations rythmiques dans l'orientation de la queue, comme si l'objet effectuait des ajustements de trajectoire. Avec des éclats précis de plasma. Chaque impulsion se manifeste par un pic dans la courbe de luminosité, et le motif se répète avec une régularité qui défie l'idée d'éruptions superficielles aléatoires. Les données orbitales ajoutent une dimension supplémentaire. Swan suit une trajectoire qui l'amène autour du Soleil une fois tous les 22 554 ans. Un cycle si étiré qu'il frôle la fin de la dernière ère glaciaire. Les conséquences en sont vertigineuses. Si cet objet est artificiel, il suit un itinéraire programmé depuis plus longtemps que l'existence même de la civilisation humaine. Et pourtant, il surgit précisément maintenant, en même temps qu'Atlas, dans le même couloir solaire, pendant une période où les télescopes terrestres sont aveuglés par l'astre du jour. La probabilité que tous ces éléments s'alignent par pur hasard est infime. Tout cela renforce l'impression croissante que Swan n'est pas un simple comète. Sa brillance exceptionnelle, les indices d'un blindage sophistiqué, la possibilité d'une coque renforcée et l'ampleur de son énergie émise en font l'objet le plus impressionnant à pénétrer le système solaire interne de notre vivant. Qu'il s'agisse d'une forteresse, d'une sonde ou d'autre chose, Swan oblige les astronomes à repenser les paradigmes et ouvre la voie à des hypothèses autrefois confinées à la science-fiction. Chaque anomalie majeure observée chez Swan et 3I Atlas a transformé le débat, non plus sur ce que sont ces corps, mais sur ce qu'ils pourraient accomplir. Quand deux masses imposantes, l'une revenue après 22 554 ans, l'autre suivant une orbite hyperbolique potentiellement interstellaire, arrivent presque simultanément, la simple coïncidence devient improbable. Le moment choisi, la configuration spatiale et la fenêtre d'occultation ont tous alimenté des spéculations sur des missions. Une hypothèse semble presque ordinaire, du moins aux échelles cosmiques, une opération d'entretien planifiée ou de ravitaillement. Dans ce cas, le Soleil servirait de station-service. Les deux entités pourraient être conçues pour exploiter l'énergie solaire ou les champs magnétiques afin de recharger, transférer des données ou procéder à une vérification des systèmes. Cette notion n'est pas extravagante dans la planification de missions en profondeur spatiale. Sur Terre, les survols solaires sont courants pour des assistances gravitationnelles et des boosts énergétiques. Si ce sont des sondes, le Soleil représente l'endroit idéal pour faire le plein ou partager des informations. Une autre idée est plus conflictuelle. Cette proximité pourrait signaler une intervention, un rendez-vous pour récupérer ou désactiver un appareil défaillant, ou encore une confrontation entre factions rivales se disputant une ressource. Les estimations de puissance pour chaque objet, environ 10 GW pour Atlas, un colossal 10 000 pour Swan, évoquent des réserves d'énergie adaptées à des manœuvres actives plutôt qu'à une dérive passive. Les accélérations progressives et les modulations de queue chez Atlas, ainsi que les impulsions de micro-poussées chez Swan, suggèrent un degré de maîtrise compatible avec un profil de mission et non avec des dégazages hasardeux. Il y a aussi le scénario d'une chaîne d'audit. Oumuamua en 2017, suivi d'Atlas et maintenant de Swan, pourrait illustrer des réponses graduelles aux émissions radio-terriennes du dernier siècle. Chaque arrivée subséquente représenterait une sonde plus élaborée, envoyée pour inspecter, collecter des données ou intensifier un contact. Dans ces trois schémas, le Soleil n'est pas un simple décor. C'est le nœud énergétique, le point de rencontre, le signal. Les preuves ne tranchent pas le débat, mais elles imposent une interrogation inédite. Si c'est une mission, quel en est l'objectif? Une orbite de 22 554 en dépasse le cadre d'un simple chiffre sur une carte. C'est un rythme qui plonge aux racines de la dernière glaciation, quand le monde ne ressemblait en rien à celui d'aujourd'hui. Vers 20 000 avenue Jésus-Christ, les glaciers recouvraient une grande partie de l'hémisphère nord, et le climat évoluait de manière qui ont modelé les premiers balbutiements de la civilisation humaine. Cette période a imprimé sa trace dans les carottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, où des strates de poussière et de microchangements chimiques évoquent des événements célestes soudains et spectaculaires. Certains scientifiques notent que ces couches correspondent à des époques où des comètes à longue période, très lumineuses, auraient pu traverser le système, semant non seulement des débris, mais aussi des récits transmis de génération en génération. Au centre de cette théorie se trouve un lieu nommé Göbekli Tepe, un site dans le sud-est de la Turquie érigé il y a plus de 11 000 ans. Ces piliers de pierre sont gravés d'animaux et de symboles abstraits, mais certains motifs semblent, selon des interprètes, dépeindre les trajectoires d'objets célestes, peut-être même des comètes. Quelques théoriciens soutiennent que ces gravures consignent des cycles bien au-delà d'une vie humaine, allant jusqu'à signaler le retour d'un phénomène comme Swan. L'opinion dominante reste prudente. Archéologues et astronomes s'accordent à dire que ces liens sont au mieux conjecturaux, fondés sur des motifs qui pourraient n'être que fortuits. Le débat fait rage, les sceptiques soulignant l'absence de preuves directes reliant ces monuments antiques à des cycles astronomiques précis. Néanmoins,
la synchronie est difficile à balayer. Si Swann boucle vraiment son tour tous les 22 554 ans, son dernier passage dans le système solaire interne coïnciderait avec l'émergence du monde post-glaciaire, au moment où la culture humaine posait ses premières pierres pour des monuments et observait les cieux. Que ce soit un hasard ou davantage reste à élucider. Cette interrogation ouverte confère une dimension mythique supplémentaire à un événement déjà exceptionnel. Au final, le récit de Swann ne se résume pas à des chiffres ou des trajectoires. Il évoque la possibilité que les visiteurs les plus rares du ciel aient toujours été intégrés au fil de nos propres origines. Du 8 au 18 octobre, chaque grand observatoire terrestre subit une interruption forcée. Les calendriers officiels qualifient cette période de temps d'arrêt pour conjonction solaire, mais en coulisses, les contraintes s'étendent bien au-delà. Des notes internes de l'US Space Command et de l'Agence spatiale européenne ordonnent aux équipes de stopper toute utilisation de radars et d'imagerie haute résolution sur Swann et 3I Atlas durant cette ombre. Certaines suggestions pour une surveillance alternative sont rejetées sans motif. Les demandes d'accès aux données brutes sont discrètement détournées ou reportées. Quelques évaluateurs d'attribution de télescopes, s'exprimant anonymement, rapportent des instructions claires interdisant tout commentaire public sur ces objets avant l'apoapside. Le résultat ? Un silence imposé pile au moment où ces deux phénomènes les plus intrigants depuis des décennies traversent l'éclat du Soleil, ne laissant qu'une mince frange d'astronomes indépendants et de réseaux amateurs pour combler le vide. Lorsque les directives d'opacité sont tombées, les voix officielles se sont tues, mais les communautés amateurs, elles, ont persisté. Bill Gray, un calculateur d'orbite aguerri célèbre pour ses outils open source, a mobilisé un réseau décentralisé d'observateurs domestiques et de petits sites. Son appel a circulé sur des forums publics et des salons de discussion chiffrés. Garder les yeux rivés sur le firmament, enregistrer chaque scintillement et diffuser les données brutes avant qu'elles ne s'évaporent. Le collectif Aberotracker en Espagne et au Portugal a commencé à centraliser les flux de capteurs à grand champ, tandis que des fuites issues de groupes d'astronomie privés laissaient entrevoir des stratagèmes improvisés pour contourner l'embargo, via des radiotélescopes ou même des satellites météo reconvertis. Avec les institutions gouvernementales muettes et les grands observatoires verrouillés, cette initiative populaire est devenue le seul rempart contre un néant informationnel absolu. Toute personne dotée d'un télescope, d'une antenne radio ou d'un logiciel de suivi libre pouvait s'impliquer. Cette fenêtre obscure n'était pas seulement un obstacle. C'était une convocation. Si vous désirez des réponses, vous intégrez désormais la quête. Quand Swann et Atlas réapparaîtront, les premiers échos pourraient provenir d'un jardin privé, plutôt que d'un laboratoire étatique. Les éléments sont limpides. Deux entités atypiques ont pénétré le système solaire interne de concert, bafouant les probabilités mathématiques et soulevant des interrogations que nulle autorité n'a élucidées.